Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Elles avancent inexorablement, les Panzer Division. Nous sommes dans la grande offensive de mai 1940, en pleine bataille de France, pas loin de Catelet, dans l'Aisne. On est à 50 km de la frontière belge. Une automitrailleuse était restée en avant, une automitrailleuse française, et elle essaie de sortir comme elle peut de la nasse. Le soir, il est 22h, elle est complètement cernée par la Wehrmacht, et à l'intérieur de cette automitrailleuse, un général français, Henri Giraud. Il a 61 ans, on le reconnaît facilement à sa haute taille et à son épaisse moustache. On peut dire que pour les Allemands, c'est une prise de guerre magnifique puisque Giraud commande la 9e armée. Vous imaginez un personnage important de l'armée française qui tentait désespérément de lancer une contre-offensive. Seulement, les troupes et les équipements ont manqué. Avant la guerre, Giraud s'est opposé à de Lestrin, il s'est opposé à De Gaulle qui, eux, préconisaient l'emploi offensif de blindés regroupés. On peut dire que dans les faits, il a eu tort. Très vite, les Allemands expédient Giraud tout à fait à l'est de l'Allemagne, à la frontière avec la Bohême annexée, la Tchéquie si vous voulez. Le 25 mai 1940, au soir, la voiture arrive au pied d'un plateau rocheux qui fait 250 mètres de haut, et au sommet, la terrible, l'impressionnante forteresse de Königstein. Forteresse du XVIe siècle avec tous les remparts que vous pouvez imaginer, les tourelles, les chemins de garde tout autour. Elle est devenue au XIXe siècle une prison militaire pour officiers. Et l'escorte conduit Giraud dans cette forteresse par l'entrée unique. Un tunnel qui fait une centaine de mètres taillé dans la roche avec un escalier raide, une première porte massive et puis une deuxième, encore un escalier dans une tourelle et puis encore une autre porte, un nouvel escalier. Et au bout de tout cela, au bout de cette espèce de chemin de croix, une cellule. Giraud la décrira, cette cellule, dans ses mémoires « Mes évasions », paru en 1948. 2 pièces au second étage d'un bâtiment dominant à pic la cour intérieure avec de petites fenêtres grillagées. Nous étions une centaine de généraux et d'amiraux à Königstein et autant d'hommes de troupes. Le lendemain midi, on lui apporte une soupe. Giraud la goûte et jette l'assiette par la fenêtre. « Appelez-moi l'adjudant !» Et c'est un lieutenant qui arrive. « Je veux, monsieur, avoir la nourriture prévue par la Convention de Genève, c'est-à-dire la même que la vôtre. » Et le lendemain, on lui apporte en effet un beefsteak et des pommes de terre. Quelques semaines plus tard, nous sommes arrivés en juillet 40, Giraud envoie une longue lettre au maréchal Pétain pour approuver la révolution nationale. Il serait plutôt de tradition royaliste, Giraud catholique. La nouvelle devise de l'État français, travail, famille, patrie, ça lui convient assez bien. Mais en revanche, pas question pour lui d'accepter de près ou de loin la soumission à l'occupant. Dans une autre lettre, qui est destinée celle-là à ses enfants, il écrit « Je vous interdis de vous résigner à la défaite. Il faut refaire une armée moderne. » Et même il ajoute que personne n'hésite à s'expatrier si on lui offre à l'étranger une situation où il peut être utile à la France. Il se trouve que Giraud lui-même a bien l'intention d'être utile. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il n'a pas perdu de temps. Dès son arrivée à Königstein, Giraud a envisagé de s'évader. Il l'avait déjà fait en 14. Ça impliquerait évidemment de traverser toute l'Allemagne, puisque je vous l'ai dit, il est tout à fait à l'est là-bas. Donc il se met à apprendre l'allemand. Je persuadais quelques camarades, et comme par hasard les plus collaborationnistes, qu'il serait souhaitable de nous faire donner des leçons d'allemand par un officier qualifié de la commande en tour, écrit-il. Plusieurs marchèrent avec enthousiasme, et comme ils étaient dans les meilleurs termes avec l'autorité locale, le cours fut rapidement mis sur pied. Giraud lit également la presse, il fait des comptes rendus pour ses co-détenus, il discute avec tous les gardes qu'il a l'occasion évidemment de croiser dans la forteresse lorsqu'on l'autorise à faire des promenades surveillées. Il a aussi besoin de complicité extérieure. Alors, il se trouve qu'il a le droit de correspondre avec son épouse Céline par courrier. En septembre 40, il lui fait passer un code secret par l'intermédiaire d'un prisonnier de Königstein qui a été libéré pour raison de santé. Le code va permettre aux deux époux de communiquer de la manière la plus discrète qui puisse être. Giraud annonce à sa femme son projet d'évasion et lui demande de l'aider.
Et plus tard, un autre prisonnier va être libéré et bien sûr, Giraud en a profité. Il lui a demandé de contacter des hommes de confiance au 2e bureau de l'état-major, donc à Vichy. Le commandant Linares devient l'organisateur de ce qu'on pourrait appeler un plan d'évasion. Et le plan d'évasion en question, c'est l'opération Denise. Giraud est là dans sa cellule qui échafaude le plan suivant. Impossible de passer par l'unique entrée du fort ou de creuser un tunnel. Alors, il va essayer de s'échapper en glissant le long du rempart au bout d'une corde. Il rejoindra, une fois arrivé en bas, la gare la plus proche. Et là, il retrouvera un complice venu de France qui lui apportera des faux papiers, un bagage de voyageur de commerce. Enfin, vous voyez que c'est quand même une opération un peu tirée par les cheveux. Et il faudra ensuite traverser toute l'Allemagne en train, parce qu'une auto ne serait pas assez rapide pour échapper à la police allemande. Enfin, il faudra joindre la zone annexée, puis la France occupée, puis la zone libre. C'est un périple qui s'annonce sur plus de 1000 kilomètres. Giraud reçoit des colis de sa femme, de Céline, des boîtes à biscuits, des conserves, et au fond des conserves en question ou des boîtes, alors tout ce qu'on peut trouver, un chapeau tyrolien, mais il faut encore le coudre avant qu'il ressemble à quelque chose, des gants, une boussole, du fil de cuivre, des Reichsmark. Il récupère aussi de l'argent en vendant son chocolat et ses cigarettes. Il achète un vieux pantalon, récupère un imperméable passe-partout. Il achète surtout un guide des chemins de fer allemands qui indique tous les horaires, toutes les lignes, région par région. Il apprend tout ça par cœur. Il récupère des bouts de ficelle d'1 mètre qui ont emballé des colis postaux, et avec tout ça, il fabrique une solide corde de 45 mètres. 45 mètres, c'est un peu plus que la hauteur du rempart, donc ça devrait suffire. Il repère un créneau à l'angle nord-est de la forteresse. Il se trouve qu'à cet endroit, il y a un barreau de fer qui a l'air bien solide auquel on doit pouvoir arrimer une corde, et puis un filin. Et puis par là, aidé par des camarades, il descendra. Alors, je dis aidé par des camarades, il a 63 ans à l'époque, et il a été blessé à la jambe. Après 2 ans, je dis bien 2 années entières d'une préparation très très nourrie, voilà que le plan est prêt, et le 7 avril 42, Giraud reçoit une lettre de son épouse. Jeanne, c'est leur fille, Jeanne compte partir en voyage le 17 avril, elle retrouvera son oncle à la gare de Marseille à 13h. Alors ça veut dire, tu dois t'évader le 17 avril et rejoindre ton contact à la gare de Bad Schandau à 13h. Vous voyez que le code, d'une certaine manière, a bien fonctionné. Vous écoutez Radio Classique. Donc nous y voici, au fameux 17 avril 1942, il est 9h30. Le général Giraud laisse passer le dernier garde sur le chemin de ronde de la forteresse de Königstein. Il y a en contrebas un autre chemin de ronde, mais qui n'est surveillé que la nuit, et c'est pourquoi il s'agit bien de s'évader en plein jour, ce qui évidemment est une contrainte supplémentaire. Il y a 2 complices que Giraud a réussi à convaincre, à former pendant ces 2 années. Ils s'appellent Mény et Lebleu. Ils vont l'aider à faire passer la corde autour du fameux barreau, là, qui est bien arrimé. Et ils vont la maintenir pendant que Giraud enjambe le muret, s'agrippe au cordage et s'assied sur un bâton qui a été attaché au bout de la corde. Mény et Lebleu laissent filer lentement le filin. 1 minute plus tard, le général arrive 45 mètres plus bas. Il est en entier, si je puis dire. Personne ne s'est rendu compte de rien. Immédiatement, il se précipite dans un fourré. On pourrait presque dire que le plus gros est fait, mais non, vous allez voir que c'est pas le cas. Il enterre ses habits de prisonnier. Il enfile tous les vêtements qu'il avait prévus, le pantalon usagé, l'imperméable. Il met son chapeau tyrolien. Très vite, il rase sa moustache, évidemment. Il chausse des lunettes et le voilà qui gagne la route d'un air dégagé. Il va parcourir sans se faire remarquer 7 kilomètres jusqu'à la gare de Bad Schandau. Vous vous rappelez, Bad Schandau, c'est l'endroit exact où il avait rendez-vous. Devant la gare, écrit-il, un jeune homme nu-tête en long par-dessus bleu se promène. J'ai l'impression que c'est celui que j'attends. Sans presser le pas, je vais vers lui, il m'a vu. Il vient vers moi en me croisant Morgan Heinrich. Morgan, le jeune homme s'appelle Roger Gerlach. C'est un Lorrain de Montigny-lès-Metz. Il a 28 ans. Il avait servi comme sous-officier sous les ordres de Giraud et il parle très bien allemand.
Pour venir jusqu'ici, il a dû s'engager comme travailleur volontaire en Allemagne, et puis il s'est fait déclarer inapte. Il est autorisé à rentrer en France, et c'est sa couverture, bien sûr, pour apporter au général un faux permis de conduire allemand et des vêtements civils. Vous vous rendez compte de l'extraordinaire échafaudage, ce plan complexe pour arriver à faire évader le général Giraud. Il faut maintenant partir au plus vite parce que l'alerte va bientôt être donnée à la forteresse de Königstein, bien sûr. Les deux hommes prennent des billets de train pour Munich et le train arrive à peu près 5 minutes plus tard. Giraud, dans les toilettes du train, ouvre la valise que Roger lui a apportée, et là, il y a en effet le faux permis de conduire qui a été établi au nom de Hans Greiner, qui est censé être ingénieur à Sainte-Marie-les-Mines en Alsace, Alsace annexée à l'époque. Donc, Hans Greiner est allemand avec un fort accent français. Tout ça est assez logique. Giraud enfile aussi une nouvelle tenue, un complet gris foncé, une chemise, une cravate. Pardon. Il a des souliers tout à fait convenables, un pardessus bleu, un chapeau mou. Bref, il a tout maintenant de l'industriel en voyage. Et on va changer de train pour le sud cette fois, traverser la Bohème annexée. Soudain, le train s'arrête dans une petite gare. Ah, c'est une panne. Il va falloir dormir dans cette gare. Et à un moment, il y a un gendarme qui passe et qui inspecte le hall et qui fonce droit sur nos deux hommes. Pas pire, dit-il. Giraud fait semblant de dormir, le gendarme. Eh bien quoi, vous n'entendez pas? Vous ne parlez pas allemand, espèce d'abruti? Giraud, oh, excusez-moi, je dormais. Je vais à Munich, j'ai été forcé de m'arrêter ici à cause de la panne, si vous croyez que ça m'amuse. Il se trouve que les papiers sont en règle. Le gendarme est un peu étonné quand même, mais il finit par s'éloigner. Ouf, ça c'était la première alerte. Et le lendemain, les voilà tous deux qui repartent avec une nouvelle correspondance. Un train supprimé, on est en temps de guerre, ils doivent encore attendre, ils doivent changer d'itinéraire, direction le nord maintenant, Nuremberg pour aller à Strasbourg, et par 2 fois, Giraud doit prendre place dans son compartiment face à des militaires de la Wehrmacht. Après Nuremberg, les SS montent dans le wagon pour contrôler le wagon. Giraud engage alors la conversation avec son voisin, un officier en uniforme de l'Afrika Korps. Le SS n'ose pas les interrompre et c'est une fois de plus un coup de bluff qui a réussi. Mais on se demande jusqu'où ça va tenir comme ça. Le lendemain matin, alors le lendemain, on est le 19 avril maintenant. Ça fait 2 jours que les 2 fugitifs se trouvent dans les trains allemands. Celui de Strasbourg est bondé parce que le lendemain, ce sera l'anniversaire d'Hitler avec à Strasbourg une fête obligatoire. À la gare, après avoir fait sa toilette, Giraud évite de justesse une patrouille de police. Enfin, le voilà qui arrive à Mulhouse, où la famille de Roger va pouvoir le mettre à l'abri. Et on lui assure que la traversée de la France occupée est devenue beaucoup trop dangereuse. La Gestapo est sur les dents. Himmler a lancé un avis de recherche avec une récompense de 100 000 marks pour qui permettrait la capture du général en fuite. Évidemment, tous ceux qui pourraient aider le fugitif seraient exécutés. C'est beaucoup plus sage de passer par la Suisse. Et c'est un résistant, l'industriel René Ortlieb, qui va conduire Giraud en voiture jusqu'au village de Liebsdorf, à la frontière suisse. Le curé du village, qui s'appelle le père Stam, va accueillir Giraud. Dès la défaite, cet abbé est entré dans la résistance. Il a commencé à faire passer des agents de part et d'autre de la frontière suisse, et il va confier Giraud à un jeune passeur qui s'appelle le sergent Henri Vett. C'est toute une filière de passeurs. On est habitué à franchir cette frontière à l'époque. Le lendemain matin, les voilà donc qui s'aventurent dans la montagne. Bientôt, ils ne sont plus qu'à 250 mètres de la frontière, quand un paysan, couché sur la pente, leur fait de grands signes avec le doigt sur la bouche. Et il les rejoint en rampant comme il peut. « Attention, leur dit-il, toute la frontière est gardée depuis ce matin par la police. Il y a un homme tous les 100 mètres. » Le paysan va les cacher dans une étable et on attend la relève. Et à 19h, ça y est, c'est le signal. Allez-y là-bas, à 50 mètres. Derrière le virage, laissez-vous glisser dans le ravin. Et en bas, c'est la Suisse. Giraud franchit le plus calmement possible les 50 mètres jusqu'au ravin. Il se laisse glisser, il tombe, il se griffe en passant dans les branchages. Mais ça y est, il est arrivé en bas. Il est passé. Que mes camarades évadés se rappellent leurs impressions au moment où ils ont vraiment été hors d'atteinte du Boche. Ils comprendront mon état d'esprit, dit-il. Franck Ferrand
sur Radio Classique. Ça y est, il est en Suisse, le général Giraud, il se présente au poste de douane, il garde son identité allemande, il explique qu'il a fui le nazisme. « Ah, votre cas n'est pas isolé, dit le douanier suisse, mais la consigne m'oblige à vous envoyer à la prison de Port-Entrée. » Et voilà comment on emmène Giraud en prison où il va rencontrer d'autres fugitifs. Il y a là un Strasbourgeois qui a lutté contre les nazis, un résistant des chemins de fer, etc. Même un sergent évadé. Le lendemain matin, Giraud demande à parler à un officier du renseignement suisse. « Appelez le colonel Masson à Berne de la part du général Giraud, je vous prie. » L'état-major suisse ordonne qu'on conduise immédiatement Giraud à Berne, et là, le colonel Masson insiste pour fêter l'évasion par une coupe de champagne. « On va aller dans le café le plus en vue de la ville. À votre santé, mon général, dit-il bien fort, et les espions allemands entendent ça. » Et immédiatement, ils informent Berlin, et Hitler est furieux. Himmler envoie un commando pour liquider Giraud s'il remet les pieds en zone occupée, ce que, bien sûr, Giraud va éviter. Il est récupéré en Suisse par le commandant Linares qui a tout organisé et qui ramène Giraud en voiture à Lyon. Sur la route, Linares lui raconte l'évolution du régime. Il y a eu Montoire, il y a eu l'appel du maréchal Pétain à la collaboration, et puis le ministère de Laval qui s'est encore un peu plus rapproché des Allemands. Et enfin, une semaine après son départ de Königstein, Giraud retrouve sa femme et ses enfants. Et le voilà qui, le 29 avril 42, vous voyez, c'est pas très longtemps après son évasion, le voilà qui est invité à déjeuner par Pétain en personne, à l'hôtel du Parc, à Vichy, bien sûr. Giraud lui dit « Monsieur le maréchal, l'Allemagne ne peut plus être victorieuse. Nous pouvons rentrer dans la guerre avec la certitude de la revanche. » Pétain a l'air de vouloir se laisser convaincre. Il dit « Je désire essentiellement que vous voyiez Laval. Il vous attend ce soir à 18h. » Et voilà ce que dit Laval à Giraud. « Général, il serait bon que vous rentriez en Allemagne, vous constituez prisonnier noblement. » Alors Giraud, qui a fait cette extraordinaire évasion, est complètement estomaqué. Il n'en est pas question, bien sûr. Et pendant un mois, Vichy va faire... Quand je dis Vichy et derrière Vichy-Berlin, bien sûr, tout ça fait pression sur Giraud pour qu'il se rende. Lui entre pendant ce temps-là en contact avec les Américains pour les inciter à débarquer en Provence. Là, maintenant, on peut dire que son choix est fait. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis en novembre 42, bien vous le savez, c'est le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, l'opération Torche. Giraud va encore s'échapper. Il rejoint cette fois Alger pour prendre la tête du gouvernement français d'Alger. Sous la pression des Américains, il doit prononcer en mars 43 un discours pour afficher très clairement sa rupture avec Vichy. Il dira à cette occasion « C'est bien le premier discours démocratique de ma vie ». Oui. Qui va prendre la tête de la France libre, hein? C'est le général de Gaulle qui l'a fondé, qui l'a créé, qui l'a tenu depuis Londres depuis toutes ces années. Ou est-ce que ça pourrait être ce général Giraud auquel les Américains ont l'air d'être plutôt attachés? Vous savez bien que Giraud sera finalement écarté par de Gaulle qui ne lui pardonnera rien, et surtout pas la fidélité qu'il a manifestée à la révolution nationale du premier régime de Vichy. Ceux qui ont aidé Giraud dans son évasion de Königstein vont subir la vengeance d'Hitler. Le général Mény, qui est complice de Giraud dans la forteresse, vous rappelez, va être exécuté juste avant la libération. Plusieurs co-détenus de Giraud seront envoyés en camp de travail en Pologne. Quant aux 3 passeurs alsaciens, René Ortlieb, le père Joseph Stamm et Henri Veit, tous seront capturés par les nazis, déportés, exécutés juste avant la libération. Il y en a un, c'est Roger Gerlach, oui, on doit pouvoir l'appeler comme ça après tout, qui a accompagné Giraud dans sa cavale, qui est resté sous ses ordres. Il deviendra son secrétaire, son garde du corps, et il l'avait bien mérité, son homme de confiance. Vous écoutez Radio Classique.